Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale, puisque alors on va pas revenir sur l'année 2022 en détail, mais sous un angle un peu particulier que j'ai intitulé des tops et les flops de mon PEA en 2022. Alors, je vous ai mis une belle image de Las Vegas, vous comprendrez sans doute pourquoi en conclusion. On va démarrer par un avertissement, donc je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage, vous restez responsable de vos investissements. Alors, si on regarde un petit peu sur l'année 2022, si on fait un focus sur le CAC 40, quels ont été les gagnants? Ben, il n'y a pas eu énormément d'entreprises, il y a eu principalement trois entreprises, Thales, Total Energy et Safran. Donc pour Thales et Total Energy, on a eu une très belle croissance, puisque pour Thales, on a eu 58% de croissance, 32% pour Total Energy, puis après, dans une moindre mesure, Safran avec 9%. Alors, si on avait misé sur ces trois entreprises sur l'année 2022, on pourrait dire que c'était une très bonne année. Alors, cette performance sur ces trois actions était-elle prévisible? Si on regarde par exemple deux des actions parmi les trois premières, que sont Thales et Safran, donc on voit qu'elles sont intimement liées donc au contexte géopolitique, on va dire, et notamment liées à la guerre en Ukraine. Le 24 février 2022 était l'invasion de l'Ukraine, et si on regarde ces sociétés Thales et Safran, eh bien on a une grosse partie de leur chiffre d'affaires est lié en fait au secteur de la défense. Donc on aurait pu avoir un réflexe sur la fin du mois de février 2022 qui consistait à dire dès lors qu'il y avait une invasion en Europe, notamment en Ukraine, eh bien on pouvait se douter que c'est une industrie qui aurait eu un impact très positif. Voilà, donc, par anticipation, je pense que c'était prévisible que ces actions sur l'année 2022 au moins pour Thales et Safran, puissent connaître une croissance. Et enfin, pour Total Energy, c'est lié cette fois-ci à quelque chose qui correspond à, on va dire, à un passé un peu plus lointain, qui est une hausse à peu près depuis l'année 2020 des consommations en fait du pétrole et notamment de la hausse des cours du pétrole. Je vous ai mis donc une représentation depuis à peu près 2020 de l'évolution du cours du brut. Donc on peut voir avec la droite, c'est la moyenne mobile sur les 200 jours, donc on peut voir quand même que le pétrole a connu quasiment une multiplication par 2,5 de son cours. Donc voilà, ce qui peut expliquer de manière assez aisée également l'évolution du cours de Total Energy. Voilà en ce qui concerne les gagnants pour 2022. Si on regarde cette fois-ci les perdants sur 2022, donc il y en a un peu plus. Alors je vais me focaliser sur les 5 premiers au niveau du CAC 40. Téléperformance qui a baissé de 43%, Eurofins Scientifique moins 39%, Dassault Systèmes moins 36%, Kering moins 33% et Capgemini moins 27,80. Alors est-ce que c'était prévisible? Donc là je pense que c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que si on prend le cas de Téléperformance, la chute du cours est liée à un problème qui est apparu, on va dire, un peu de manière inattendue. Comme on peut voir, le cours de Téléperformance s'est effondré en bourse, lié à une enquête ouverte en Colombie. Effectivement, le gestionnaire de centre d'appel a fait l'objet d'une enquête de la part du ministère colombien du Travail pour violation de droits des syndicats et sur les conditions de travail des employés en charge de la modération, notamment du réseau TikTok. Donc tout ça lié à des images qui sont relativement difficiles à regarder pour un modérateur. Heureusement, la société a très bien réagi. Donc Téléperformance a d'une fois
a annoncé qu'il se retirait du segment le plus offensant de son activité de modération de contenu. Donc ça a été une première décision. Et la deuxième décision, cette fois-ci un peu plus au niveau boursier, eh bien c'est annoncé en fait la mise en place d'un rachat d'actions pour un montant de 150 millions d'euros, permettant en fait notamment de faire remonter les cours. Donc pour Téléperformance, donc on peut dire que c'était relativement inattendu. Aujourd'hui, donc on a une baisse de 43,70% par rapport au 1er janvier 2022. Et bien peut-être qu'en 2023, ce sera une opportunité pour retrouver un cours historique. Voilà, donc ça peut être un beau potentiel de hausse. Ensuite, pour Eurofins Scientifique, alors quelque chose qui était quand même plus ou moins attendu, c'était la baisse des revenus liés au test Covid. La société a bien profité effectivement du nombre important de tests Covid et la nécessité en fait de fournir ce type de produits. Donc ce qui a bénéficié à l'action. Et bien sûr, on est sorti du tout test, donc ce qui a eu un impact forcément sur les revenus d'Eurofins Scientifique. Cela dit, un deuxième point également, ce sont les risques d'inflation qui peuvent avoir un impact assez important, notamment sur les coûts et les salaires au niveau d'Eurofins Scientifique. Ensuite, pour Dassault Systèmes et Capgemini qui sont plutôt sur les technologies, donc avec le virement de la Fed, il y a effectivement eu un switch des investisseurs, donc des entreprises de croissance vers des entreprises un peu plus value. Donc à ce titre, Dassault Systèmes et Capgemini ont subi ce changement de cap. Donc on peut dire que ça a été une année 2022 beaucoup moins bénéfique. Donc ce changement de cap est notamment lié aux différentes hausses des taux d'intérêt instaurées par la Réserve fédérale américaine, donc qui a eu pour impact notamment sur les valeurs technologiques. Le deuxième point aussi, c'est que de nombreuses sociétés technologiques ont révisé leur croissance à la baisse, notamment lié au fait que les entreprises fortement impactées par l'inflation et la hausse des coûts vont sans doute revoir à la baisse leurs dépenses, notamment dans les systèmes d'information qui sont fournis par exemple par Dassault Systèmes ou la mise en œuvre de ces systèmes d'information qui sont proposés via l'activité de Capgemini. Enfin Kering, donc Kering c'est lié notamment à deux points importants. Le premier, c'est contrairement à d'autres sociétés de luxe, Kering donc a déçu les investisseurs avec des comptes semestriels en dessous des anticipations. Donc ça a affecté très nettement donc, le cours de bourse. Et le deuxième point, puisque vous savez que Kering, la majeure partie de son revenu est tirée par la marque Gucci, et donc il y a eu deux annonces, donc le départ du PDG et de la directrice de création de Gucci, ce qui a eu sans doute un impact aussi sur le choix des investisseurs d'alléger en fait sur Kering. Donc toutes ces entreprises, Téléperformance, Eurofins Scientifique, Dassault Systèmes, Kering et Capgemini, pour moi offrent des perspectives de rebond. Alors peut-être pas en 2023, mais peut-être en 2024, lorsqu'on aura une vision un peu plus nette et claire de ce qui se passera dans les prochaines années. Alors maintenant, si on regarde l'évolution du CAC 40 sur l'année 2022, donc on peut voir que le CAC 40 depuis le 1er janvier a perdu 9%, mais ça n'a pas été très linéaire, hein. Je l'ai représenté ici sous forme graphique. On a eu d'abord une forte baisse du mois de janvier à peu près jusqu'au mois de la fin du mois de mars. On a eu une baisse jusqu'à 22%, puis on a eu une hausse de 18%, puis ensuite une baisse de 15%,
pour ensuite se reprendre de 14%, puis ensuite connaître une baisse de 15%, puis à nouveau une hausse de 21%. Donc on peut voir qu'on a eu quand même on a eu 3 cycles en fait dans le courant de l'année. Donc on peut s'interroger sur l'opportunité justement de profiter de ces cycles. Alors bien sûr, ça paraît facile à dire après coup d'acheter plutôt lorsqu'on était en zone basse et de revendre lorsqu'on était en zone haute, mais éventuellement c'est ce qu'il fallait faire. Donc là on va un petit peu au contraire d'une notion qui est investisseur de long terme, hein, qui finalement s'en fout un petit peu des péripéties des indices ou des actions dans le temps. On investit sur une action et on garde l'action un long moment. Alors à mon avis, dans des périodes d'incertitude, comme ce qu'on a pu connaître en 2022 et sans doute ce qu'on va connaître en 2023, à mon avis, il est un peu plus judicieux d'arbitrer sur des actions et justement de profiter de ces cycles pour essayer d'amplifier en fait les gains et les plus-values sur les actions. Alors ça ne veut pas dire forcément vendre toutes les actions lorsqu'on a connu une croissance de 15% et racheter énormément lorsqu'on a un cycle à moins 15%, mais peut-être procéder à des renforcements, allègements en fonction des niveaux des cycles. Alors on peut se tromper, hein, par exemple ici au mois de juin, on aurait pu croire qu'on retournait vers un niveau un peu plus haut, alors que derrière, en fait, l'indice a rebaissé. Mais globalement, on peut voir quand même que même en se mettant des marges de sécurité, on peut tout à fait profiter entre 5 et 10% de croissance supplémentaire par rapport au CAC 40. Alors comment profiter justement de cette volatilité? Moi, par exemple, sur 2022, je me suis énormément basé sur les droites de régression. Par exemple, ici, si on voit la droite de régression du CAC 40 sur les 20 dernières années, donc on peut voir tout en bas, en fait, la valeur du CAC 40 connue à ce jour, c'est 6500 points. Et si on applique une droite de régression linéaire, en fait, sur les 20 dernières années, on voit qu'un prix théorique est de 5855. Donc on a un cours actuel qui est au-dessus de 10%. Donc si on pourrait très bien se dire, eh bien là, j'ai un niveau de CAC 40 qui est quand même, on va dire, de manière relativement importante au-dessus de son cours théorique, je peux peut-être en profiter pour m'alléger en fait sur mes actions. Et puis lorsque le CAC repassera en dessous des 5855, eh bien pourquoi pas me renforcer. Voilà, donc j'ai représenté ici l'évolution du CAC 40 sur l'année 2022 et j'ai représenté donc la valeur théorique à 5855. Donc on noterait, si on applique en fait notre proposition en fait sur l'évolution du CAC 40, on a vu que sur le courant de l'année 2022, on avait 3 périodes favorables en fait à l'achat, que ce soit de l'indice ou éventuellement des actions qui composent le CAC 40. Alors, même si elles ont connu des fortunes différentes, mais globalement, on aurait très bien pu trouver des actions dans le CAC 40 qui étaient achetables, on va dire, sur 3 périodes en fait de l'année 2022. Et pourquoi pas revendre également ces actions. Alors, on ne peut jamais deviner quand est-ce qu'on sera au plus haut, mais on pourrait très bien se dire, dès lors que j'ai une croissance de 10%, eh bien je vends. Ce qui nous amène quand même à plusieurs fois, à plusieurs opportunités de vente sur le courant de l'année. Donc ça peut être une méthode peut-être qui fonctionnera également en 2023. Ce qu'on peut noter par exemple ici en fin d'année 2022, c'est qu'on est dans une zone relativement haute, donc on serait plutôt dans une zone d'allègement. Donc on verra sur le courant de l'année 2023 si effectivement on va retrouver des zones de niveau haut et des zones de niveau bas. Si on regarde également donc la performance du portefeuille PEA, alors j'ai repris à gauche en fait donc le comportement du CAC 40 depuis le début de l'année. J'avais fait une vidéo donc sur le mois dernier où j'avais effectivement représenté
l'évolution du CAC 40 avec des zones d'allègement et des zones de renforcement sur les actions, ce qui correspond plus ou moins en fait à ce qu'on a vu précédemment. J'ai mis à droite l'évolution de mon portefeuille. J'ai démarré l'année au mois de janvier autour des 64 000 euros, en fait 63 149 à fin décembre 2021. Je suis aujourd'hui à 72 218 euros, donc j'ai gagné 9 000 euros sur l'année. Alors j'ai fait des apports de 600 euros par mois de manière régulière, donc si je retranche de ces 9 000 euros mon apport de 7 200 euros, j'ai un gain de 1 869 euros sur l'année, ce qui représente une progression de 2,59%. Donc si je me compare au CAC 40 sur un an, donc j'ai surperformé puisque le CAC 40 a perdu 8,21%, moi j'ai gagné 2,59%. J'ai également gagné, si on compare par rapport au CAC 40, dividendes réinvestis, puisque quelque part, le comportement de mon portefeuille est plutôt à comparer avec un CAC 40 dividendes réinvestis. Voilà, donc ma méthode me semble avoir porté ses fruits sur 2022. Alors, un des flops également de l'année 2022, c'était un mauvais money management sur certaines valeurs. Donc si on regarde un petit peu en arrière, notamment sur le mois d'avril 2022, donc on peut voir ici, j'ai classé par ordre décroissant en fait les actions que j'avais en portefeuille et qui ont eu une variation négative par rapport au PRU, avec ici les moins-values réalisées. Donc on peut voir que par exemple sur Atos, Prosus et Worldline, j'étais autour des moins 30%, ce qui correspond à un peu plus de 1000 euros en fait de perte. Donc si on se remémore le montant de mon PEA au niveau global, c'est 60, autour de 60 000 euros, donc 1000 euros de perte, ça fait 1,5% de mon PEA qu'on multiplie sur 3 lignes. Donc ça fait une mise en risque en fait de 5% de la valeur de mon PEA, ce qui est beaucoup trop. Donc cet été, j'y réfléchi, j'ai regardé pas mal de vidéos sur cette notion de money management. D'ailleurs, ça a fait lieu à une vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez regarder le money management ou la gestion du risque. Alors même si c'est généralement les traders qui mettent en place la gestion du money management, je pense qu'on peut tout à fait l'appliquer en fait sur un PEA pour éviter d'avoir à se retrouver sur des pertes aussi conséquentes. Voilà, donc l'idée c'est soit de dire au-delà d'un pourcentage, par exemple 15 ou 20% de perte sur une action, je solde la ligne, ou soit sur un montant des pertes, par exemple. Dans mon cas, c'est 1,5% de la valeur globale du portefeuille. Et là, on solde les lignes. Alors, si je l'avais fait très tôt, en fait, je pense que j'aurais eu raison, notamment sur Atos, puisque au cours sur laquelle j'avais déjà une moins-value de moins 36%, c'était 23 euros, alors que l'action est aujourd'hui autour des 10 euros. Sur Prosus, alors sur Prosus, ça n'a pas forcément été une bonne idée de le faire puisque le cours a bien remonté. Et sur Worldline, alors le cours a remonté mais redescendu à peu près sur son cours, sur ce cours du mois d'avril. Donc globalement, c'était 3000 euros que j'aurais pu réutiliser notamment lors de la baisse de l'indice pour me positionner sur des entreprises un peu plus dynamiques. Donc ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, l'absence de money management, eh bien, c'est équivalent de risque de perte accrue sur le portefeuille. Donc typiquement, le money management, c'est quelque chose que je vais utiliser en 2023. Beaucoup plus qu'en 2022, pardon. Ensuite, le point suivant, c'est opter pour des valeurs prédictibles. J'en reviens à mes droites de régression. Donc je prends un exemple vraiment qui est l'exemple, le cas d'école, c'est Air Liquide. Si on regarde l'évolution du cours d'Air Liquide depuis les 20 dernières années, vous avez ici la représentation de l'évolution du cours donc en orange et vous avez en rouge la droite de régression.
On peut voir quand même que l'action Air Liquide depuis 20 ans est quand même très très proche de sa droite de régression. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une certaine mesure, bon, il peut se passer n'importe quoi sur l'entreprise, mais même si les performances passées n'augurent pas des performances futures, en tout cas on peut dire qu'avec un coefficient de corrélation de 0,95, on peut de manière assez précise prédire les évolutions futures du cours d'Air Liquide. Et ça, pour un investisseur de long terme, c'est quand même assez intéressant. Donc si on part par exemple d'une valeur théorique de 134 euros, ça veut dire que dès lors que j'ai un cours inférieur à ma valeur théorique, bah, j'ai tout intérêt d'acheter, de renforcer sur Air Liquide, puisque concrètement, j'ai toutes les chances que bah, l'année suivante, j'aurai un gain à peu près lié en fait à la valeur de la croissance. C'est-à-dire ici, par exemple, c'est à peu près 5 euros par an. Sachant qu'on a ici une droite de régression logarithmique, ça va augmenter dans le courant des années. Donc si j'achète aujourd'hui à 133,70 €, j'ai toutes les chances en fin d'année 2023 d'avoir un cours théorique autour des 139-140 euros. Donc, ce qui peut être, on va dire, pour un investisseur, quelque chose d'intéressant. Alors, qu'en est-il de l'ensemble des actions? Alors, j'ai pas fait le calcul sur toutes les actions du CAC 40 ou du SRD, mais j'ai néanmoins récupéré une analyse sur pas mal d'actions et j'ai mis ici un tableau avec le coefficient de corrélation de manière décroissante pour représenter ici les actions sur lesquelles ça peut être intéressant d'investir pour essayer d'avoir au moins une visibilité ou une prédictabilité sur les années futures. Donc on peut voir par exemple qu'on va voir Air Liquide et Essilor, Vinci, Legrand, Airbus, L'Oréal, Michelin, Eurofins Scientifique, Dassault, Kering, Capgemini, Hermès, LVMH, qui sont déjà avec un coefficient au-dessus de 0,80. Donc c'est quand même assez intéressant. Je vous ai mis en troisième colonne la variation du cours actuel par rapport, enfin au moment où je tourne la vidéo, par rapport à son cours théorique. Donc on peut voir que toutes les actions qui sont en dessous de leur cours théorique, on peut voir qu'il y a un potentiel de croissance. Ensuite, pour les actions qui sont au-dessus de leur cours théorique, il vaut mieux peut-être attendre que l'action baisse pour pouvoir rentrer sur ces actions. Alors si vous posez la question sur la couleur bleue, en fait, la couleur bleue, ça correspond aux actions que j'ai pas encore dans mon portefeuille. Hein, on a parlé tout à l'heure, par exemple, de l'action Thales. Donc on peut voir qu'elle a un très bon coefficient de corrélation de 0,80. Par contre, le cours est à 22% au-dessus de son cours théorique. Bon, autant dire que voilà, acheter l'action Thales au cours actuel, même si effectivement, vu le contexte économique et géopolitique, l'action peut encore croître. Bon, à mon avis, elle est très largement au-dessus de sa valeur. Voilà, donc moi je vais me baser énormément en 2023 en fait pour constituer, on va dire, le noyau, le cœur de mon portefeuille autour de, on va dire, ces 10 premières lignes. Donc je suis déjà propriétaire de pas mal d'actions, notamment des actions top 5, mais je vais continuer à me renforcer notamment en profitant en fait des baisses des différentes actions. Vous voyez par exemple c'est le cas pour Kering, moins 15% par rapport à sa valeur théorique, on est tout à fait en configuration intéressante pour entrer ou se renforcer sur Kering. Alors, Dassault, j'ai déjà pas mal d'actions, donc là, je vais me renforcer dans la baisse. Voilà, donc c'est un exemple ici. Donc opter pour des valeurs prédictibles en se basant sur des droites de régression. Bien sûr, je pars du principe que l'ensemble de ces sociétés ont des fondamentaux qui sont solides. Bon, ce qui est le cas, hein, si vous regardez, je pense que vous aurez du mal à trouver ici, dans cette liste-là, au moins dans le début de la liste, des actions qui ont une santé financière un peu chancelante. Voilà, j'en ai profité pour mettre d'autres actions, ça vous permettra de vous donner un ordre d'idée en fait. Donc, alors, lorsque vous voyez un taux de volatilité, par exemple, inférieur à 0,5,
Ça, c'est typiquement les entreprises intéressantes à saisir lorsqu'ils sont en bas de cycle pour les revendre en haut de cycle. Donc ça ne veut pas dire forcément que c'est des entreprises à éviter, mais ça veut dire que ce sont des entreprises qui vont avoir des fluctuations de cours beaucoup plus importantes que des actions comme Air Liquide ou Essilor. Et donc, il faut vraiment profiter des bas, on va dire, historiques pour acheter ces actions et ensuite les revendre lorsqu'elles vont passer sur des cours. Par exemple, on achète à moins 1 sigma et on va revendre à plus 1 sigma. Voilà, c'est un exemple. Déterminer à l'avance, alors la question c'est ça, déterminer à l'avance les cours d'achat. Donc là, ce qui peut aider énormément, c'est justement de déterminer le prix auquel vous souhaitez acheter vos actions. Alors comment est déterminé le prix? On l'a vu, soit à partir des droits de régression, soit à partir de calculs de valeurs théoriques, d'indicateurs clés par exemple. Vous pouvez déterminer vos prix d'achat à partir de différents éléments. Alors pour vous aider, dans l'année, j'ai fait 2 vidéos. Une vidéo qui s'appelle Comment déterminer les points d'entrée ou de sortie sur des valeurs ou des indices. Une deuxième vidéo, Créer des tableaux de bord de pilotage d'activités en bourse. Ce qui peut être intéressant, c'est soit de poser dans le carnet d'ordre vos ordres d'achat, donc à quel prix vous achetez les différentes actions, et vous déterminez une date de validité relativement loin dans le temps. Bon, moi, en l'occurrence, sur l'année 2022, j'avais pris la fin de l'année en fait 2022, au 30-12-2022. En début d'année ici 2023, je vais déterminer à nouveau des ordres d'achat ou éventuellement des ordres de vente avec une date de validité qui seront au 31-12-2023. L'avantage, pour moi, le double avantage de faire ça, c'est d'une part de ne pas être influencé par des informations qui peuvent vous venir des réseaux sociaux, de vidéos que vous allez regarder sur YouTube ou d'articles que vous allez lire et qui vont vous décider à acheter une action sur un coup de tête et ensuite le regretter en vous disant mince, je l'ai acheté beaucoup trop cher. Ça c'est un des gros avantages. Un des inconvénients, j'ai pu le voir notamment sur Téléperformance, c'est s'il y a une annonce inattendue en fait qui fait plonger le titre, si vous avez mis un cours un petit peu élevé, voilà, vous risquez d'être exécuté au niveau de votre ordre. C'était mon cas sur Téléperformance. J'avais mis un ordre, a été autour de 260, 270. J'avais mis un ordre à 230 et l'action, sur l'annonce effectivement des problèmes, a baissé jusqu'à 160 euros. Alors c'est sûr, quand vous avez acheté une action 230 et que vous voyez 10 minutes après le cours à 160, bon, ça peut faire réfléchir. Auquel cas, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement renforcé entre 160 et mon prix d'achat de 130, ce qui m'a permis de baisser mon prix moyen. Donc l'intérêt également de faire une feuille Excel, c'est que vous pouvez mettre par exemple ici la liste des actions qui vous intéressent, donc le ticker, l'évolution donc en temps réel du cours de l'action, et puis vous pouvez déterminer votre zone d'achat sur l'action. Et ensuite, en mettant un calcul de différence entre la zone d'achat et le cours actuel, vous calculez un pourcentage, et puis via un système de couleurs, par exemple, moi, j'estime que si le cours de l'action est compris entre 0 et 10% au-dessus de l'action, eh bien, je fais apparaître en vert. Donc, ce qui me permet très rapidement dans une liste de voir quelles sont les actions qui sont achetables. Par exemple, ici, je vois que Eutelsat, je m'étais mis un objectif à 7 euros, l'action est à 7,01, 0,14% de ma zone d'achat, je pourrais tout à fait acheter Eutelsat. Si on prend par exemple une autre action, l'action Métropole par exemple, ma cible d'achat c'est 10 euros, elle est aujourd'hui à 15 euros, soit 33% au-dessus de ma zone d'achat. Typiquement pour moi elle est encore trop chère, je vais attendre. Donc l'idée de le faire de manière dynamique,
c'est qu'en un seul coup d'œil, vous voyez tout de suite les opportunités d'achat. Par exemple, ici, je vois le cours est actuellement en dessous de ma target. C'est ABC arbitrage, j'avais mis une target à 6,80. Le cours est à 6,42. Bon, bah là, typiquement, je pourrais tout à fait acheter ou renforcer sur ABC arbitrage. Voilà, donc l'idée, elle est là, en fait. C'est que via un fichier Excel, le suivi du cours, votre zone cible, eh bien, vous pouvez très rapidement savoir quelles sont les actions qui sont en zone d'achat. L'autre inconvénient du carnet d'ordre que j'ai pas dit également, c'est qu'à chaque fois que vous mettez un ordre d'achat, en fait, ça approvisionne un montant en fait qui est bloqué. Donc ça veut dire que, par exemple, vous avez en liquidité, vous avez 5000, ben, ça vous permet de mettre par exemple 5 ordres à 1000 euros, ce qui va bloquer 5000 euros. Donc ça veut dire que s'il y a une sixième action qui vous intéresse et que vous souhaitez l'acheter tout de suite, il va falloir libérer en fait un ordre, donc pour pouvoir à nouveau avoir une disponibilité pour pouvoir donc acheter une action. Voilà, donc le carnet d'ordre nécessite quand même d'avoir des liquidités importantes. Alors en résumé, donc qu'est-ce qu'on peut dire pour les tops 2022? Donc c'est globalement sur mon PEA, il y a une bonne gestion du portefeuille basée sur des critères fondamentaux et l'analyse graphique, notamment les droites de régression. Si on regarde du côté des flops qui seront améliorés en 2023, donc la mauvaise gestion du money management, on l'a vu sur quelques exemples d'actions. Une difficulté à profiter des fluctuations du marché, effectivement, essayer de repérer des zones favorables à l'achat ou au renforcement d'actions, également des zones favorables à la vente ou l'allègement en fait de zones d'action. C'est quelque chose que à titre personnel, j'ai pas suffisamment exploité sur l'année 2023. Bon, j'ai quand même eu une performance positive par rapport au marché, ce qui est plutôt, ce qui a été intéressant, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux en fait en 2023. Et enfin, pour revenir à l'image de présentation, donc la bourse n'est pas un casino, on peut tout à fait donc baser sur des analyses techniques, des analyses fondamentales, profiter des vagues de baisse et profiter également des vagues de hausse pour réaliser des plus-values. Voilà, donc plutôt que de jeter la pièce et de dire ah bah tiens je vais acheter cette action parce que j'y crois, je pense que c'est une bonne action, c'est essayer d'avoir vraiment une analyse objective de son portefeuille, savoir couper ses positions lorsqu'on est perdant. Je sais que c'est pas facile, c'est quelque chose que j'ai appris à faire très récemment. Et pour être sincère, je ne regrette pas. Je démarre l'année 2023 avec beaucoup de liquidités. Donc je suis assez serein, j'attends des baisses pour me renforcer, notamment sur les actions que j'estime avoir une grosse prédictabilité et profiter des baisses puisque je pense qu'il y aura de fortes fluctuations en 2023. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des suggestions sur les vidéos, sur des actions, sur une manière de gérer portefeuille. Voilà, je suis tout à fait ouvert aux réflexions et aux commentaires. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.